On va enchaîner avec l'ultime table ronde de cette matinée. Vous l'avez compris, qui est donc cette fois consacrée au monde académique. On va se focaliser sur les enjeux scientifiques de ces prochaines années. Quels sont-ils et comment l'IRT, aux côtés du monde académique, peut aider la France à rester compétitive dans le domaine scientifique? Je vous propose d'en parler avec nos intervenants. Laurent Servant, tout d'abord, c'est le vice-président en charge des réseaux internationaux de l'Université de Bordeaux, qu'on peut applaudir et qui me rejoint. Nous avons également Mike Toplis, le président de l'Université fédérale de Toulouse, qui vient également nous rejoindre. Et enfin, quelqu'un qu'on connaît bien ici à l'IRT, c'est Fabio Cocchetti, le responsable de la compétence haute densité et haute fiabilité à l'IRT, donc Saint-Exupéry. Je vous en prie, installez-vous. Où sont-ils? Il est là. Alors, là, le problème va être réglé. On a 3 micros, donc un pour chacun. Tenez, je vous les donne. Et on va commencer. Alors, on ne manquera pas évidemment de répondre à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, mais d'abord peut-être pour qu'on comprenne bien comment travaille le monde académique et l'IRT, une première question. Est-ce que vous diriez que l'IRT et le monde académique sont complémentaires? Et si oui, à quoi tient cette complémentarité? Alors, qui commence? Je vous en prie. Alors, moi, d'après tout ce qu'on a entendu, je crois que oui, le monde académique et l'IRT sont tout à fait complémentaires, en particulier les liens entre la recherche dite appliquée et la recherche dite fondamentale. C'est une question hyper classique. Les deux se nourrissent. Et il y a 3 points sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord sur la formation. Alors je suis d'accord sur ce qui a été dit par le planétarium, c'est ça? Oui. Où il y a un besoin de formation. J'ai vu dans les documents qu'il y avait beaucoup de choses au niveau de l'apprentissage. Et je pense que les deux sujets sont liés. L'intérêt de l'IRT, et ça a été dit aussi tout à l'heure, moi ce qui m'apparaît le plus significatif, c'est que les domaines sont pris ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont pris simultanément, et c'est très impressionnant d'un point de vue académique. Donc il y a l'intelligence artificielle, toutes les technologies embarquées, etc. Et tout ça est fait ensemble. Et les projets de recherche ont une durée de vie, donc ça se renouvelle, ça s'arrête. Mais si on couple ça avec la formation, on est certain de maintenir les collaborations et de les maintenir à très très long terme. Parce qu'à partir du moment où il faut renouveler les contenus de formation, recruter les étudiants, organiser les évaluations, tout ça, ça continue et ça peut aussi nourrir les sujets de recherche. Maintenant, un deuxième point sur lequel le monde académique et IRT peuvent être complémentaires, c'est au niveau du temps. Cette question n'a pas été beaucoup abordée. Dans les entreprises, dans l'industrie, il y a des temps courts, a priori. Il faut avoir des résultats assez rapidement. Le monde académique, et c'est parfois ce qui lui est reproché, dispose d'un temps plus ou moins long. Je ne vais pas dire autre chose. Et donc là, il y a peut-être un ajustement qui peut être bénéfique aux deux. Au niveau du temps. Donc il faut savoir laisser du temps à la recherche pour pouvoir avancer sur des grands domaines, en particulier je pense à l'intelligence artificielle, hein, où c'est quelque chose qui est abordé partout. Et puis le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de recherche appliquée, de recherche fondamentale, hein. Les sujets qui peuvent arriver via l'IRT nécessitent souvent des mobilisations d'actions et d'outils en termes de recherche fondamentale. Et là, le monde académique a toute sa place et peut remplir complètement son rôle. Donc je pense qu'il y a tout à fait complémentarité entre les deux. Mike Toplis, vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Je pense que il y a la complémentarité, il y a la complémentarité entre le monde académique et le monde, on va dire, des acteurs économiques. L'IRT, quelque part dans ce paysage, est un pont entre ces deux mondes, un facilitateur de passage d'une rive à l'autre. Je pense qu'au-delà de la complémentarité académique IRT, c'est le rôle de facilitateur d'une structure comme l'IRT entre ces deux rives, quelque part. Donc, ça tient à ça, cette complémentarité, elle tient à ça spécifiquement? À cette espèce de lien qui est fait entre les deux? Je pense qu'on a besoin de facilitateurs pour faire le lien entre les choses. Et ces liens, ça peut être fait au niveau des individus, hein. Il peut y avoir, dans un domaine de recherche ou dans un domaine, il y a monsieur Intel qui connaît, qui a un collègue qui habite dans une entreprise. Après, quand on est sur des enjeux très, très grands,
des très forts enjeux, avec des écosystèmes d'acteurs économiques complexes, avec des problématiques qui commencent à être dans une dimension qui dépasse celui de l'interpersonnel. C'est là où on a besoin de cette structuration, et c'est là, je veux dire, la question, c'est là où il faut développer les complémentarités. Les complémentarités sont à petite échelle, à l'échelle de l'individu, mais dans une initiative comme celle-là, ou dans une structuration comme ça permet d'engager ce changement d'échelle où un ensemble d'acteurs du monde socio-économique se coordonnent, et en face, les acteurs académiques peuvent se coordonner et trouver des... et là, on change d'échelle. Je pense que c'est un petit peu... Cette complémentarité, bon, elle est présente un peu partout, mais elle est présente d'une certaine façon ici qui est impactant, qui peut être beaucoup plus impactant que... bon, en plus, sur des questions de la formation, là aussi, il y a des complémentarités aussi. Je vois Laurent Servan acquiescer. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est le côté institutionnalisation de la collaboration, parce qu'elle est toujours individuelle au début. Hein, c'est des collègues qui travaillent. Mais si on veut dépasser cette collaboration entre personnes et la rendre institutionnelle, et donc mettre en jeu des moyens, mobiliser des moyens, des laboratoires, il faut passer à ce niveau supérieur. Et il y a nécessairement une organisation type IRT qui peut y parvenir. Sinon, tant que ça reste entre certaines personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être des petites collaborations de recherche, mais qui vont probablement pas s'inscrire dans la durée et mobiliser tous les acteurs d'une même filière. Donc effectivement, vous avez raison, il faut qu'à un moment, il y ait une institutionnalisation de la collaboration. Fabio Cocchetti, vous êtes d'accord avec ça? Je vous vois vous aussi hocher de la tête. Alors, attendez. Non, je pense qu'il est allumé, mais il faut peut-être le mettre un peu plus près. Voilà. Non, il clignote, il est rouge, on va en prendre un autre. Allez-y. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, pour répondre à cette question, que c'est la complémentarité, il faut effectivement se poser la question, c'est quoi la valeur ajoutée de l'IRT avec l'académique. Et j'aime bien l'image, pour répondre à cette question, du triangle de l'innovation qui se base sur la recherche, l'industrialisation et la formation. C'est un sujet très cher à Alain Coste, ancien directeur de la CNRS. Et effectivement, donc, on peut répondre à ces trois questions en disant qu'à un niveau de recherche, on est très complémentaire parce qu'on arrive à structurer différents laboratoires dans nos projets collaboratifs. C'est notre outil de travail, sont les projets collaboratifs intégrés. Donc la notion de collaboratif, là, c'est fondamental, et surtout autour des sujets précompétitifs, donc des sujets dans lesquels les laboratoires sont capables de travailler avec l'industrie. Le deuxième mot, c'est effectivement l'industrialisation. Et dans nos projets, les chercheurs cohabitent avec les industriels. Donc on a évoqué tout à l'heure pourquoi un professeur, un enseignant-chercheur n'est pas à l'IRT. C'est très simple, ils sont très occupés, ils ont de la charge de travail, ils ont de la formation et de suivi d'étudiants. Donc ils ont souvent deux bureaux, donc ça signifie à l'université et au laboratoire où on porte la recherche. Donc on ne peut pas lui demander un troisième bureau. C'est trop complexe. C'est trop compliqué. En termes de temps. Voilà, on a d'autres moyens pour travailler avec eux, qui c'est effectivement eux ne peuvent pas se déplacer, nous se déplaçons à leur place. Et donc, on a souvent des échanges avec eux. Donc, c'est la complémentarité, signifie que l'IRT s'invite chez les laboratoires. On le fait typiquement dans tous nos projets. Et troisième chose, effectivement, on parlait de la troisième élément, c'est la formation. Et la formation, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a un manque d'attractivité pour la filière technique qu'on commence seulement à percevoir. Le risque et les conséquences sont plutôt importants. On a cet aspect-là. Et là aussi, l'IRT, avec ses moyens des moyens d'investigation et de transfert qu'on a, des plateformes et une approche métier, on pourrait largement supporter ou contribuer aux formations qui restent une prérogative des académies. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ensemble, vous, le monde académique, et vous, l'IRT? Alors peut-être que c'est à vous que je vais poser la question, et puis éventuellement vous compléterez, mais concrètement, comment vous travaillez ensemble? Sur quel type de projet, par exemple? Comment ça se passe? Racontez-nous. Monsieur, peu importe, dans l'ordre que vous voulez. Tous les deux, en tout cas. J'ai deux exemples qui viennent en tête. Il y a un grand programme autour de
de l'électrification des systèmes embarqués. Oui. Et puis l'autre, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que c'est le grand sujet aussi sur Toulouse, avec l'émergence de l'Institut 3IA, donc l'intelligence artificielle ANITI, qui est le fruit qui était largement impulsé. Je pense que si l'IRT, si le projet DEAL n'a pas existé, donc ça crée ce contexte dans lequel les collaborations, donc il y a une problématique industrielle sur l'IA de confiance dans les systèmes critiques liés à l'aviation, par exemple, il peut y en avoir d'autres, mais qui nécessite cet appel de la communauté académique qui vient, et donc c'est à travers ce type de collaboration. Bon, ANITI, c'est peut-être un cas un peu à part, parce que c'est aussi un projet soutenu par ailleurs par le PIA. Mais oui, je pense que l'IRT qui donne un cadre sur des thématiques où c'est l'écosystème des acteurs économiques qui ont identifié un certain nombre de problématiques majeures. Et donc, ça crée des conditions pour cette rencontre. Oui, ça crée des conditions favorables pour cette rencontre. Ouais. Et encore une fois, sur des projets très, très structurants. Laurent Servan. Pour rebondir là-dessus, il y a le rôle de l'animation scientifique que fait l'IRT. Par exemple, pour le site bordelais, que je connais un petit peu, il y a des grandes forces au niveau des matériaux composites, au niveau de l'aéronautique, au niveau des composites céramiques. Et donc, à partir de là, il peut y avoir des échanges avec les acteurs du monde économique et l'identification d'un certain nombre de sujets. Et au niveau académique, en relation avec ces grands laboratoires que l'on peut avoir, il peut émerger par exemple des sujets de thèse sur lesquels on mobilise un certain nombre de doctorants qui peuvent être, entre guillemets, partagés au service d'un même projet entre plusieurs laboratoires. En termes de dissémination scientifique, les thèses, les publications, c'est comme ça que ça se passe? Alors voilà, donc on arrive, ça rejoint un peu la question qu'il y a eu tout à l'heure, qui est une question effectivement fondamentale sur la façon dont est reconnu l'investissement de chercheurs académiques qui travaillent à l'IRT ou qui ont des collaborations fortes avec l'entreprise. Parce qu'effectivement, au niveau des publications, ce n'est pas forcément simple, puisqu'il y a des sujets qui sont, encore une fois, sur des domaines de temps qui peuvent être réduits ou un peu plus longs et sur lesquels les entreprises souhaitent maintenir une certaine confidentialité ou même attendre au niveau de la prise de brevet. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que là, au niveau académique, il faut encourager les chercheurs qui participent dans ces efforts. Et je ferai une petite distinction entre le CNRS et les grands organismes et les universités, puisque les universités peuvent normalement, ont un contingent pour des promotions, je dirais, locales, et qui peuvent reconnaître localement, pour leur carrière, l'implication de chercheurs dans des collaborations comme ça, qui sont prioritaires au niveau de l'écosystème régional et pour lesquelles les universités sont partie prenante. Mais je suis d'accord avec vous que malheureusement, alors j'espère pas tout le temps quand même, le facteur publication est effectivement très très prioritaire et ça peut, vous avez raison, un peu inhiber soit certains chercheurs de se lancer en milieu de carrière, soit au contraire, il y a des jeunes chercheurs qui vont même aller jusqu'à faire des start-up ou faire des séjours dans les entreprises. Mais ça, c'est une vraie question. Et de mon point de vue, au niveau des universités, il peut y avoir une certaine reconnaissance de l'investissement des chercheurs dans ces activités, même s'ils publient moins au niveau fondamental. Vous êtes d'accord là-dessus, Mike Toplis? Oui, mais je dirais que il y a un élément de contexte, on va dire le fameux TRL, Technical Readiness Level. Donc là, on est forcément ici sur des thématiques plutôt élevées, on va dire. Donc là, le travail de recherche académique qui souvent, on va dire, des TRL bas. Là, on est sur des thématiques ou des problématiques qui sont plus élevées. Donc, toute cette question
de la publication ou de la confidentialité des résultats, etc., qui ont des embargos. Mais le retour d'expérience du fonctionnement des collègues toulousains, que j'ai un peu interrogé, cette question n'est pas un frein. C'est en fait, bon, il y a un délai de publication, si on peut publier dans, on va dire, 18 mois après la prise de résultats. C'est pas quelque chose qui est mal vécu, c'est plutôt chacun accepte les règles du jeu et ça semble plutôt fonctionner correctement. Ouais. Après, c'est une question dans le monde académique, les gens qui ont cette fibre, la fibre vers l'innovation, vers des problématiques de TRL élevées, bon, c'est loin d'être tout le monde. Donc, mais pour ceux qui ont cette fibre, je pense qu'on est sur des modes de collaboration plutôt d'interaction qui donnent satisfaction. Alors, on va y revenir sur cette interaction entre vous, mais je voudrais quand même revenir vers vous, Laurent Servant, et l'Université de Bordeaux, sur les projets spécifiques sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, l'Université de Toulouse l'a fait, des exemples précis de collaboration avec l'IRT? Alors, il y a eu un exemple sur le site bordelais sur l'interaction homme-machine dans les systèmes aéronautiques militaires. Je crois que ça concernait l'école de cognitique de Bordeaux INP et plusieurs autres partenaires. Il y a aussi au niveau des matériaux composites des actions qui ont été portées, donc, comme je vous le disais, parce qu'il y a beaucoup d'activités au niveau des matériaux composites à Bordeaux. Et j'ai vu dans un des projets, il y avait aussi Solvay, qui est une grande compagnie d'industrie chimique, qui a aussi un labo mixte à Bordeaux. Donc ça, c'est typiquement des activités qui ont permis d'agréger des communautés de chercheurs. Et pour aller un peu dans le sens de mon collègue aussi, et revenir sur la problématique de la reconnaissance de l'investissement des chercheurs, c'est sûr aussi qu'il y a un certain enthousiasme, même s'il y a cette question de la publication qui peut revenir tout le temps, il y a un certain enthousiasme de s'embarquer dans ce type de projet parce qu'il y a des doctorants, parce qu'il y a des entreprises et parce qu'il y a des collègues. Donc cette dynamique, elle est parfois recherchée par beaucoup de collègues, même si le prix à payer et qu'il peut y avoir, comme vous le dites, un certain délai. Donc même pour les jeunes chercheurs, il y a quand même un grand intérêt à avoir cette dynamique et à être embarqué avec avoir un contact avec les entreprises, ne serait-ce que pour attirer d'excellents étudiants qui voient là des perspectives d'intégration professionnelle. Ça fait réagir Mike Toplis, on vous écoute. Oui, mais c'est quelque chose peut-être que j'aurais pu dire avant, mais je pense que le succès de la démarche, on parlait de complémentarité tout au début, on parlait juste là aussi, je pense que le succès, c'est aussi dans la forme de co-construction, coopération, plutôt que, je ne sais pas, il y a des collègues qui parlent de co-pétition. Oui. On ne sait pas si on est en train de coopérer ou être en compétition. Donc, c'est d'inclure les académiques dans les phases, justement. Tout à l'heure, je disais que un peu le plus-value, l'intérêt d'une structure comme l'IRT est qu'il y a des grands problèmes à grande dimension qui sont posés. Mais à la fin, c'est des individus, c'est des scientifiques qui sont embarqués. Donc de les embarquer le plus tôt possible pour que, en fait, ça se fait le plus naturellement et que les acteurs du monde académique trouvent leur compte à travers l'ensemble du processus. Et ça nécessite qu'ils soient un peu dans le processus le plus tôt possible. Voilà. C'est pas de la main-d'œuvre. C'est pas de la main-d'œuvre. C'est des collaborateurs de faire avancer tel ou tel projet. Voilà. Mais vous vous enrichissez les uns les autres au sens. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que la recherche appliquée, elle vient donner du sens à la recherche académique et peut-être d'ailleurs vice-versa? Bon, là, c'est un avis personnel, mais pour moi, c'est une affaire très personnelle. Et il y a des chercheurs, vraiment, ça leur passe à 10 000. Et il y a d'autres qui ont... bon, moi, je fais un tout petit peu partie de ces gens-là qui nous disent, mais avec des connaissances qu'on a, avec le domaine dans lequel je travaille, mais ça peut être... moi, c'est la thermodynamique.
à faire la thermodynamique sur des sujets, sur la géologie, bon, ce qui ne sert à rien entre guillemets. Mais comment je peux appliquer ça aussi pour les cas réels, sur là dans mon cas sur la vitrification des déchets radioactifs, sur une entreprise comme Saint-Gobain, mais c'est la même chose. Donc, mais c'est une affaire personnelle. Mais il faut que les gens qui ont cette fibre, qui ont cette sensibilité, il faut les permettre d'être intégrés. Je pense que c'est pas la vocation à tous les chercheurs de travailler sur des sujets TRL 5. Par contre, ceux qui ont cette fibre, il faut les accompagner. Laurent, moi, je serais plus direct. Les problèmes qui sont posés par l'industrie, c'est des vrais problèmes. Donc, il faut arriver à les résoudre. Et tout chercheur peut avoir un intérêt à les résoudre parce que c'est des problèmes de recherche. Et moi, je suis physico-chimiste, je suis chimiste. Il y a plein de grands chercheurs qui sont des conseillers dans des grandes entreprises. Pierre-Gilles Degène, qui a été prix Nobel en 91 et directeur aussi d'une école d'ingénieurs, le disait tout le temps. Et on peut encore regarder, lire ses livres. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il a travaillé qui ont donné lieu à de la recherche fondamentale et qui lui ont permis après d'accéder au prix Nobel. Donc, pour moi, il n'y a pas de recherche, je dirais, appliquée, en ce sens que le problème fondamental, il existe. Après, il y a une application qui peut être menée par une entreprise, mais l'activité de recherche, elle pourra être faite par des académiques en concertation avec des gens dans des grands groupes, dans des entreprises. Et c'est là tout l'intérêt de la chose, parce que ça renouvelle aussi. La façon dont un industriel va proposer son problème va renouveler une conception d'un chercheur. Et encore une fois, je le dis, mais Degène l'a dit bien avant, vous pouvez relire ce qu'il a écrit ou regarder certaines de ses conférences sur l'adhésion, sur tout un tas de problèmes. Donc pour moi, vraiment, je serais étonné de voir encore aujourd'hui beaucoup de chercheurs qui, en quelque sorte, rejetteraient des problèmes au sens qu'ils viennent de l'industrie. Fabio Cocchetti, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet et peut-être revenir sur des collaborations avec le monde académique que mène l'IRT. Oui, donc avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur le modèle IRT. On a toujours évoqué le magnifique pont entre les deux. Ce n'est pas un pont tout droit, ni, voilà, il y a semé des incertitudes et des complexités à gérer. Par contre, c'est important de comprendre qu'on ne fait pas que l'accélération de la technologie, de la science vers l'industrie. Souvent, on évoque ce type de direction. Il y a aussi la direction réciproque. C'est fondamental, et ça, je me bats sur ce sujet depuis que je suis arrivé à l'IRT, ayant passé 15 ans dans les locaux académiques français. Donc, c'est essentiel qu'il y ait aussi cette notion d'analyse et de priorisation de la science qu'on peut faire pour l'académie. Qui signifie qu'on passe de facto. L'IRT, en 10 ans, s'est doté de moyens magnifiques, très puissants. Par contre, la vraie force de l'IRT sont les individus, sont les femmes et les hommes qui sont là aujourd'hui et qui vont de fonction support jusqu'à tout ce qu'elles bougent en science. Et c'est fondamental de comprendre que ces personnes-là, et je le répète souvent parce que c'est jamais assez, ont le devoir, le privilège et le plaisir d'interfacer d'excellents experts industriels et aussi les best in class de la science. On a le privilège de choisir de certaine façon qui est le meilleur, parce que c'est notre métier de faire de cet art-là, etc. Donc, dans ce point de vue-là, c'est tout à fait extraordinaire comme on a cette privilège de connaître les meilleurs dans leur domaine. Et à ce moment-là qu'on comprend que dans les universités, dans l'académique, c'est effectivement les professeurs, les enseignants-chercheurs ont vraiment souvent manque de temps et avec la charge qu'ils ont, cette difficulté à interfacer l'industrie, c'est culturel, c'est une question de temps. On a évoqué les constants de temps entre les deux, ce n'est pas tout à fait compatible à la fois. Donc c'est ça le rôle de l'IRT et je crois que c'est absolument important qu'on n'oublie pas cette deuxième direction. Et que pour moi, on en parle beaucoup de la principale, qui c'est accélérer et travailler pour la compétitivité de l'industrie, mais il faut aussi travailler pour la compétitivité des laboratoires et de l'académique. Donc ça, pour moi, c'est un aspect important. Après, je ne sais pas si on peut développer sur un... Oui, si, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, je reviens dans mon territoire que je préfère, c'est l'expertise qui me concerne. Donc, on entend beaucoup parler des ruptures, des technologies de rupture. Donc, on a parlé beaucoup aujourd'hui des deals. On parle des technologies de rupture qui sont censées apporter un changement
significatif dans l'économie et dans le reste. Deal et l'intelligence artificielle, c'est une évidence. Je voudrais bouger l'intérêt sur tout ce qui est l'aspect matériel. Ça ne signifie pas l'aspect logiciel, mais sur l'aspect effectivement matériel, donc l'électronique. Un des sujets qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est effectivement l'approvisionnement des technologies clés comme les semi-conducteurs. Aujourd'hui, on connaît très bien tout ce que sont les technologies numériques, silicium, qui sont à la base. L'intelligence artificielle ne pourrait pas être là si on n'avait pas de silicium qui a fait 60 ans de progrès. Aujourd'hui, donc, il y a un gros débat sur la souveraineté du sujet en Europe. Il y a une autre catégorie de semi-conducteurs qui sont les semi-conducteurs grand gap, donc les semi-conducteurs qu'aujourd'hui on déploie pour l'électrification des moyens de transport. Et ces semi-conducteurs-là sont aujourd'hui censés porter une rupture technologique en termes de gain en efficacité énergétique et capacité, que c'est un peu l'équivalent qu'a fait le silicium pour le numérique. Je me lance un peu, c'est un peu fort ce que je dis, mais je crois vraiment que ces semi-conducteurs auront un rôle fondamental dans la transition énergétique. Sur ce sujet-là, à l'IRT, encore une fois, on a identifié ce besoin-là. Donc, le besoin, c'est très simple. Avancer dans les compréhensions des phénomènes et aussi dans la compréhension des phénomènes et aussi dans l'explicabilité du sujet. Donc, on revient effectivement au mot-clé des deals, dependability, explicability. Seulement qu'on ne parle pas de learning, donc au lieu de L, on a le E, l'électronique. Et ça, pour moi, c'est un élément énorme qui nous a permis d'accrocher des wagons entiers des chercheurs, parce qu'effectivement, on se demandait chacun travailler un peu très bien. Il ne faut pas mettre en discussion l'excellence, mais une excellence qui est organisée est beaucoup plus efficace. Et ça, c'était le catalyseur de l'IRT. On a des projets aujourd'hui, on a plus de 20 millions d'euros sur le sujet. Aujourd'hui, il y a 3 ans, quand on a lancé le premier projet, on n'existait pas l'IRT sur le radar européen de la fiabilité des semi-conducteurs de cette sorte-là. Aujourd'hui, grâce à l'investissement public et industriel, on a consolidé l'écosystème français. On est reconnu en France, on est reconnu en Europe. Et donc voilà, pour moi, c'est la magnifique success story qui a été permise par cette écoute de besoins industriels et la transformation en priorité scientifique, avec toute la modestie qu'il faut, parce que vous faites déjà le travail, à niveau pour aller chercher les bons chercheurs en France. Cette collaboration, elle permettra à la France de rester compétitive dans le domaine scientifique, selon vous? Alors, je laisse nos invités répondre, évidemment, mais... En tout cas, les contributs, si je vous écoute, vous en pensez quoi? Est-ce que cette collaboration, elle peut permettre à la France, oui, de rester compétitive dans le domaine scientifique, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire, et si oui, quoi? Je suis complètement d'accord sur la recherche est faite par des individus, mais le rôle de l'IRT de connecter ces individus, d'identifier des projets de recherche pour lesquels vous avez la taille critique pour les affronter de la manière la plus compétitive, il me semble tout à fait important. Et pour répondre à votre question, il y a un point qu'on n'a pas discuté ce matin, c'est le versant international de l'IRT, oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec le Québec qui avait été faite, plus spécifiquement avec Montréal, ce qui montre qu'on est capable d'aller loin. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant, parce que moi je m'occupe des relations internationales, travailler au niveau formation, même au niveau recherche avec des partenaires nord-américains, c'est très très difficile. Et être capable de les embarquer dans un réseau de ce niveau, où il y a autant de partenaires industriels et autant de thèmes différents, parce que c'est très multidisciplinaire, ça me semble être un atout extrêmement puissant. Donc oui, là je vous dis oui, à ce moment-là, on est capable de faire des clusters internationaux, et là ça décuple à mon avis la compétitivité. Alors on n'en a pas parlé ce matin de la branche, je dirais, canadienne. Mais on peut en parler maintenant si vous le souhaitez. Mais effectivement, en tout cas, ce que vous dites, c'est que ça, c'est un vrai enjeu aussi. Ça, c'est un vrai enjeu, et ça permet alors, je ne suis pas un expert de la filière, mais ça permet, à mon avis, de se positionner de façon internationale très, très efficace. Fabio, vous êtes d'accord avec ça? Absolument, oui. Il y a un élément que surtout il faut comprendre quand on parle de compétitivité scientifique. Pour l'IRT, la compétitivité scientifique, c'est en fonction de la compétitivité industrielle. Donc, que ce soit clair, et il y a le réciproque. À niveau de compétitivité scientifique, aujourd'hui, il y a différents éléments. On connaît très bien nos collègues anglo-saxons avec l'approche pragmatique très près de l'industrie. Pour avoir habité en Allemagne, je connais très bien le rôle aussi en Allemagne. On n'est pas professeur sans être passé par l'industrie. Donc l'industrie s'invite dans les universités. Ça, c'est un élément fondamental qui explique aussi pourquoi la recherche allemande est très, très structurée avec l'industrie.
Mais il y a un nouveau phénomène qui est en train d'apparaître, c'est évidemment la Chine. La Chine, il y a un élément qui m'a toujours frappé. En 2014, c'est la première année que le flot des chercheurs qui sortaient de la Chine était inférieur à l'Amérique. Okay. Qu'est-ce que signifie? Signifie que les Chinois se sont formés ailleurs, souvent dans les meilleures universités, et sont rentrés. Aujourd'hui, la Chine, il y a 10 ans, 15 ans, sans aucune offense, on ne regardait pas les publications chinoises. Aujourd'hui, sont présents et fortement présents dans nos états de l'art. Ça, pour moi, c'est un effet majeur. Donc, il faut être compétitif. Il faut travailler sur la compétitivité française, européenne, pour être plus fort vis-à-vis de cette onde vague qui va arriver et va frapper fort. Donc ça, c'est pour moi l'élément qui pour moi est essentiel et c'est l'argument que j'utilise pour éviter d'avoir des multicouches ou simplement des divergences qui sont locales. C'est complètement effectivement aberrant de se priver de cette synergie en local. On parle de la région, de la France, de l'Europe. Moi, je crois beaucoup dans l'Europe. Et parce qu'il faut absolument utiliser l'excellence de chacun de la meilleure façon. Vous partagez? Oui, oui. Et puis sur cette question plus générale de la compétitivité, c'est clair, si je prends l'exemple d'E-Lanity, je pense que c'est vraiment l'exemple même du gagnant-gagnant qui a permis une structuration. Il y a des effets de taille, il y a des effets sur la visibilité, et puis sur la dynamique. Bon, si vous commencez à créer des communautés, vous vous enrichissez en dynamique, mais en compétences, et ça tire tout le système vers le haut. Donc cet aller-retour est parfaitement illustré sur ces 5 dernières années, sur un exemple très concret qui permet d'être visible, d'être de plus en plus visible sur la scène donc européenne, internationale, le Canada, c'est comme ça a été dit, toute cette dimension. L'enjeu est là, et d'être visible internationalement. Je veux dire que ce soit pour les académiques, mais pour l'industriel aussi. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci à tous les trois. Je pense qu'on peut vous applaudir. Vous restez avec nous, évidemment, puisque regardez, la lumière va changer et va se diriger sur la salle, puisque c'est maintenant, messieurs, dames, à vous d'interpeller nos différents intervenants si vous le souhaitez. Est-ce que le planétarium m'entend toujours? On vous entend toujours. Est-ce que dans le planétarium, il y aurait des questions ou des compléments d'informations donnés? Très bien, on va commencer par vous. Allez, on vous écoute, le planétarium. Non, on cherche les questions. Ah, pardon, je croyais que vous aviez des questions, excusez-moi. Une première question. Allons-y. Bonjour, Moustapha Zerarka, IRT Saint-Exupéry. Donc, j'ai une question en fait par rapport donc la propriété intellectuelle. J'ai une question par rapport à un vécu. Donc, moi, quand j'étais au laboratoire, j'avais pas mal de brevets, des super brevets en fait qui étaient déposés. Et ça n'a pas été exploité par les industriels. Généralement, en fait, ils passent inaperçus par rapport les industriels. Et ils étaient financés pendant quelques années, je pense 2 ans, et après, on a arrêté le financement de ces brevets-là. D'accord. Et donc, ils étaient exploités à l'international. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen pour mieux gérer cette propriété intellectuelle en passant par exemple par des structures comme l'IRT qui a un plus de vision industrielle? Ça c'est la première question. J'ai une deuxième question par rapport en fait les thématiques qui ont un TRL relativement plus faible et qui représentent un enjeu majeur pour le futur, notamment la physique quantique. Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie justement pour exploiter ce monde à travers l'IRT ou avec les industriels? Alors, on a 2 questions à une. Sur la gestion de la propriété intellectuelle, qui répond? Ah, mais c'est pour vous. Non, évidemment, je pense que c'est un élément très très important. Ce que je comprends qu'il y a différentes catégories de projets, même les projets menés avec
avec l'IRT. Avec l'IRT, ouais. Donc il y a on va dire des projets plus avec un pilotage industriel très fort, où le PI, l'IP, propriété intellectuelle et le propriété entre guillemets des partenaires industriels. Après, les projets pilotés, impulsés sur fonds propres de l'IRT, où on est dans une autre forme de dynamique. Après, sur la valeur, où là c'est plus partagé, si je comprends bien. Après, sur la valorisation, on va dire les stratégies de valorisation, ça, je n'ai pas vraiment un avis sur cette question-là. D'accord. Monsieur Servan ? Alors pour la valorisation, oui, ça dépend, je pense, des industriels. C'est pas simple, hein, ça, la gestion des brevets, quand est-ce qu'ils tombent ou quand est-ce qu'ils sont protégés. Ça, je n'ai pas un avis spécifique. Je ne sais pas quoi vous répondre. Et je peux dire un mot sur la deuxième question ? Oui, bien sûr. Alors par contre, votre deuxième question là m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire comme suggestion. Vous avez complètement raison sur certains domaines comme, alors on a parlé d'intelligence artificielle ou là du quantique au sens large. Il y a dans la recherche entre guillemets fondamentale, il y a des espèces de consortia qui se mettent en place pour regarder ce qui se passe. Certains sont animés par le CNRS entre la France et le Canada. Et là, il y avait une initiative qui pourrait être prise parce que j'ai vu que chacune des universités, donc Sophia Antipolis, Toulouse, Bordeaux, font partie de ce qu'on appelle les universités européennes, ont une université européenne. Et les universités européennes, c'est un réseau d'universités qui sont censées bâtir ensemble des projets de recherche, de mobilité, de chercheurs, d'étudiants, etc. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cela, mais c'est typiquement des super réseaux dans lesquels typiquement l'IRT pourrait avoir des partenariats faciles. Alors c'est des choses qui commencent juste, il y en a une sur le spatial à Toulouse, hein, en plus, qui est carrément dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui a commencé il y a 3 ans, donc il y en a une aussi à Bordeaux. Donc c'est très difficile à mettre en place parce que toutes les difficultés que vous avez signalées, par exemple en recherche sur la propriété intellectuelle, etc., les représentations légales sont sur la table. Cependant, c'est comme pour l'IRT, le fait qu'on se parle régulièrement crée des liens et peut permettre de prendre certaines initiatives. Donc, vous avez parlé du quantique, on peut parler d'autres questions sur la décarbonation, sur la thermique. Enfin, là, il y a un réservoir de partenaires pour des initiatives qui pourraient se faire à très très grande échelle, comme vous l'avez indiqué dans votre question sur le quantique. Je vous fais réagir Mike Toplis, mais je précise qu'on a le service juridique qui est ici dans la salle et qu'on va faire intervenir sur ces questions de la propriété intellectuelle. D'abord, Monsieur Toplis. Oui, non, mais sur les questions de quantique, sur la question plus générale des phases plus ou moins, à des TRL plus ou moins bas, le collègue de Bordeaux est ici à Toulouse, donc en Occitanie, la région Occitanie a eu une initiative qui date d'il y a 2-3 ans maintenant, de créer les défis clés. Donc il y a une défi clé sur le quantique par exemple. Donc c'est aussi, il y a des initiatives qui peuvent être même régionales, de créer des communautés sur des TRL. Donc je pense que c'est important de souligner ce type d'initiative. Sur la cybersécurité, il y a un autre qui est directement en lien avec un certain nombre de thématiques. Donc c'est d'autres initiatives dans le paysage qui alimentent. Chacun a sa place un petit peu dans le spectre du TRL qui vient renforcer un ensemble. Après, évidemment, les universités européennes, c'est aussi... il y a Université qui est celui porté par l'Université de Toulouse, dans le spatial. Donc, c'est d'autres façons de faire écho. Alors, sur le sujet de la propriété intellectuelle, c'est quelqu'un doit Voilà, ici, pardon. Oui. On vous écoute, ça marche. Oui. Aude Battistella, donc, je suis responsable du service juridique et donc de la propriété intellectuelle. Je voulais revenir sur la question de Mustapha et si j'ai bien compris, est-ce que j'aurai plus de facilité et d'opportunités au sein de l'IRT pour utiliser les brevets auxquels j'ai contribué dans le monde académique? Alors je voulais aborder la question sous 2 angles, l'angle de la protection et l'angle de la valorisation, très rapidement. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'IRT quand un chercheur académique contribue à un projet et qu'il apporte de la propriété intellectuelle et qu'il a protégé, puisque là, tu parles de brevets, on tient compte et on incite les chercheurs à apporter les brevets justement au projet IRT, puisque notre
Notre mission, c'est de créer des améliorations incrémentales sur ces brevets. Le brevet, la propriété reste celle qui est des académiques, des membres académiques. Nous cherchons à coopérer avec les académiques pour améliorer ces brevets et au final déposer des brevets, de fait des brevets d'amélioration ou de perfectionnement qui sont en copropriété avec ces académiques. Mais non seulement nous avons une structure à l'IRT en place pour protéger ces brevets, que nous déposons de manière conjointe avec nos partenaires académiques, mais également nous les valorisons. À l'issue de nos projets, nous avons des projets qui produisent des résultats et des brevets suite en quelque sorte, et nous avons en place des process et des structures pour valoriser, c'est-à-dire pour nous rapprocher des besoins industriels en transférant ces brevets pour répondre aux besoins industriels. Et je voulais également citer le rôle de Toulouse Tech Transfer, qui est la société d'accélération des transferts de technologie, qui œuvre auprès des académiques et de l'IRT pour aider à faire ces maturations-là, puisque parfois les brevets ne répondent pas immédiatement aux besoins industriels, mais aider à faire ces essais, ces recherches complémentaires pour encore mieux valoriser et transférer ces brevets dans l'industrie. Merci beaucoup pour ces précisions et je vais passer la parole à Magali Vessière qui voulait intervenir aussi, la présidente de l'IRT. Ah, attendez, on va vous en donner un autre, si ça ne marche pas. Vous m'entendez? Si, Non, c'est parce que je parlais de trop loin. Donc, je voulais juste intervenir sur la stratégie en fait, de positionnement de l'IRT. Vous avez parlé de quantique et on peut se poser des tas de questions sur quels seraient les domaines sur lesquels l'IRT pourrait se pencher dans le futur. Alors, je vais vous répondre simplement sur la méthode qu'on a adoptée, qui consiste à définir ce qu'on a qualifié de positionnement d'excellence, mais c'est une méthode qui est elle-même partenariale. Donc, on a, sur la base de ce qu'on a déjà établi, ce qu'on a déjà obtenu comme résultat, sur la base de la reconnaissance qu'on a déjà obtenue dans les 10 dernières années, on a travaillé avec nos partenaires industriels et académiques au travers de nombreux groupes de travail et de réunions de réflexion pour effectivement focaliser les ressources de l'IRT sur des domaines technologiques d'excellence. Excellence voulant dire étant un domaine dans lequel on a des ressources en nombre suffisant, une visibilité importante, une reconnaissance par ses pairs et sur lesquels on a envie d'investir plus en avant. Donc, évidemment, on en a défini pour l'instant 8. Bon, c'est quelque chose, c'est un exercice qu'il faut refaire assez régulièrement. Il y a des tas de choses qu'on voudrait faire, mais qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'on est limité par des tas de contraintes. Néanmoins, je dirais, l'important, c'est de viser l'excellence. Et l'excellence au niveau national, voire international. On ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça justement avec nos partenaires pour atteindre des niveaux de visibilité internationale. Voilà. Merci. Malheureusement, Denis va vous le répéter, je suis sûre, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de rêves même dans la tête, mais on est obligé vraiment de se concentrer sur quelques domaines seulement. Merci. Merci à vous. Alors, on arrive au terme de cette plénière, mais je ne voudrais frustrer personne. Donc, s'il reste une question au planétarium, on la prend maintenant. On en a une. Allez, une dernière alors pour le planétarium. C'est parti, on vous écoute. Oui, bonjour. Donc Adrien Girard. Je suis à l'IRT Sophia Antipolis, mise à disposition par Thales Alenia Space. Et je voulais apporter un petit témoignage de comment la collaboration entre les industriels et les académiques se met en œuvre sur les projets IRT. Nous, on a pu travailler sur le projet SIAR qui a été mentionné tout à l'heure, sur une première en orbite de réseau de neurones embarqués sur FPGA. Et on a travaillé avec un partenaire académique qui était le CNRS et l'Université Côte d'Azur, qui ont un laboratoire sous double tutelle d'électronique à Sofia, qui s'appelle le LEAT. Et la façon dont je perçois les choses de cette collaboration, c'est effectivement quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que les industriels viennent sur les projets IRT avec leurs problématiques et leurs cas d'application,
Et leur objectif, c'est de prendre des technologies qui sont à l'état de l'art et de les transformer les plus rapidement possible en produits qui fonctionnent. Et à l'inverse, les académiques vont être là pour apporter une ouverture d'esprit en disant attention, l'état de l'art c'est bien, mais si on regarde encore plus loin, on peut réfléchir aussi un peu en dehors des sentiers battus, aller voir d'autres choses qui peut-être aujourd'hui ne sont pas encore implémentables dans des produits, mais le seront dans 10 ou 15 ans. Et ça, on a pu effectivement le démontrer sur SIAR, où on a non seulement implémenté des technologies de réseaux de neurones classiques à convolution, on va dire, et des réseaux de neurones, on va dire, un peu plus futuristes, à impulsion, qui aujourd'hui n'arrivent pas forcément à rivaliser en termes de précision avec les réseaux de neurones classiques, mais ont le potentiel d'être une technologie qui consomme moins d'énergie, donc qui est très intéressante pour le spatial notamment. Donc ça, c'était un petit témoignage de comment ça fonctionne. D'accord. Et j'ai une question, du coup. Bon, à Sophia, on n'a pas encore forcément tout le recul qu'on a à Toulouse, puisque le site n'a pas encore fêté ses 10 ans. Mais du coup, je voulais demander à vos intervenants si, maintenant qu'on a 10 ans de recul à Toulouse, est-ce qu'on a des exemples, un exemple ou des exemples de technologies qui auraient été apportées directement par des académiques au sein de projets et qu'on aurait réussi à amener à des TRL suffisamment élevés chez nos industriels et qui seraient venus bouleverser même la perception de l'état de l'art qu'on avait au début d'un projet. Ah, ça, c'est une sacrée question. Est-ce qu'on a la réponse? Alors, je me tourne vers nos académiciens, vers Fabio, ou même vers Denis, peut-être, sur ce coup-là. Ah, attendez, c'est Denis qui va répondre à cette question. Denis Deschmaker, venez peut-être nous rejoindre, ce sera aussi simple. Oui, alors, donc, en fait, j'ai glissé une idée à Mike et au passage, j'en ai collecté une autre. Je trouve que dans l'écosystème toulousain, pour répondre à Adrien, je voulais quand même saluer le Laplace, qui est un laboratoire assez exceptionnel, avec qui on travaille énormément, qui travaille, bon, certes sur l'hydrogène, qui était mon idée initiale, mais en fait, on ne fait pas beaucoup d'hydrogène à l'IRT, mais les décharges partielles, puisque c'est grâce aussi à toute l'expertise que nous avons eue grâce au Laplace, que nous avons pu pousser finalement des réalisations très pratiques et pragmatiques sur, par exemple, les relais. Quels sont les relais de demain qu'on va pouvoir embarquer dans les avions? Si on ne faisait rien, il aurait fallu avoir un relais qui fait 1 mètre de haut pour pouvoir commuter du 600 volts courant continu, ce qui est bien sûr impossible et pas embarquable. Donc je pense que c'est une très bonne illustration finalement d'un apport académique qu'on a pu transformer pour répondre à une problématique industrielle. Merci Denis. Ah, Fabio. Fabio. Ah, alors allez-y, et puis on passera à la parole. Et je compléterai ce que dit Denis, parce que le groupe Safran a eu, je dirais, l'avantage d'avoir Thierry Lebec qui est venu nous rejoindre et qui était un illustre professeur de Laplace. Nathalie, peut-être? Elle voulait dire la même chose, Nathalie. Merci beaucoup. Fabio. En complément, effectivement, on parle souvent de technology readiness level, mais il n'y a pas que la technologie. Souvent, on parle des connaissances. Et à l'IRT, c'est vrai qu'il y a eu cet exemple de technologie, mais souvent, on travaille dans la compréhension. On a évoqué le projet iVolt. Dans tous les projets qu'on a sur la fiabilité, on essaie de comprendre. Il y a les méthodologies. Donc, cette notion de TRL est très... il faut faire attention parce que ça dépend où on est placé sur le supply chain par rapport à notre public. Donc, moi, j'aime bien à l'IRT la notion de knowledge readiness level. Ça signifie qu'on a des connaissances qu'on porte dans l'académique vers l'industrie. Et ça, ce n'est pas un morceau de fer où on a quelque chose de dur, c'est de la connaissance. Et à mon avis, ça, c'est une valeur inestimable. Eh bien, merci à tous les trois. Denis, vous restez avec moi. On va laisser Laurent Servant, Mike Toplis et Fabio Cocchetti rejoindre leur place. Merci à tous les trois. On peut les applaudir. Excusez-moi. Oui. J'avais une petite remarque oui. que je me permets de faire maintenant. Et c'est plus une remarque commentaire finalement qui aurait bien été après les 2 dernières tables rondes. Donc moi, je suis Marina Labalette. Je travaille à l'IRT Saint-Exupéry Toulouse. Et c'était fondamental pour moi d'ajouter qu'en fait, au regard en parallèle, ou je ne sais pas comment dire, mais des enjeux scientifiques, à mon sens, on a aussi un enjeu au niveau de la responsabilité sociétale de l'ingénieur, du chercheur, de l'enseignant-chercheur, de l'ingénieur-chercheur. On a parlé de décarbonation, des grands enjeux, de comment on voyait l'IRT dans 5 ans, 10 ans.
c'est court comme échelle. On sait que les phénomènes qui sont déclenchés, qui sont en cours aujourd'hui, s'auto-emballent, ne sont pas là pour être ralentis, même si on essaie de les limiter. Et dans une vision à 10-20 ans, je pense qu'il y a cet aspect éthique, en fait. Je ne sais pas comment, mais il y a un chantier là-dessus que je pense fondamental à mener à côté de cette excellence scientifique. Voilà. Merci beaucoup Merci pour cette réflexion. Messieurs, je vous libère.